Bonjour à toutes et à tous. Dans ce podcast, vous allez retrouver Noémie Lemaine, psychologue du travail et coach depuis plus de 30 ans. Écrivain, elle a publié l'ouvrage « Libérez-vous des réflexes sexistes au travail », un guide pratique pour s'en débarrasser, publié aux éditions Duno. Noémie Lemaine organise des conférences et des ateliers visant à sensibiliser contre le sexisme dans le but de promouvoir l'épanouissement et le développement des talents. Noémie Lemaine va nous parler aujourd'hui du sexisme et va donner aux femmes des outils et astuces pour déployer leurs talents et s'épanouir professionnellement. Bonne écoute! Bonjour Noémie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité, le sexisme au travail. Vous définissez le sexisme en disant que c'est qu'en raison de leurs différences physiologiques, un sexe est dominant par rapport à l'autre. Ma première question est, qu'en est-il du sexisme au travail aujourd'hui ? Ce qu'on voit aujourd'hui au niveau du sexisme au travail, c'est qu'il est devenu interdit. Donc, c'est un point fondamental, tout simplement. Hein. C'est un point qui change toute la donne, puisque aujourd'hui, l'agissement sexiste est interdit au travail et sa répétition, c'est à partir de 2 fois, c'est pénalisé. Donc, ce qui veut dire que c'est interdit. Point barre. Alors, qu'est-ce qui est interdit ? Ce sont les agissements sexistes. C'est quoi les agissements sexistes ? Et c'est là où la difficulté s'instaure. Et c'est là où je réalise des ateliers et des formations et des sensibilisations destinées à différents groupes pour expliquer ce que sont les agissements sexistes. Parce que, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas capables d'identifier un agissement sexiste. Alors, si on n'est pas capable de l'identifier, on n'est pas capable de se contrôler, de se l'interdire et d'arrêter. Or, les entreprises ont pour obligation de faire cesser les agissements sexistes au travail. Par conséquent, elles ont aussi pour obligation de sensibiliser les effectifs et de les former autant que possible pour faire cesser ces comportements qui sont nuisibles à l'épanouissement des gens. Et quels sont certains des réflexes sexistes courants dont les gens devraient être conscients ? Alors en fait, on devrait être conscient que on est sexiste dès qu'on qualifie un comportement, une attitude, une posture, un style, voire même une couleur, un parfum, de masculin ou de féminin. Ça s'appelle être sexiste puisque ça veut dire qu'on va attribuer un sexe à quelque chose et une valeur en fonction de ce sexe. Parce que en fait, le sexisme, on pourrait commencer par essayer de se dire, c'est quoi le sexisme pour les psychologues et notamment pour moi, c'est quoi le sexisme ? En fait, le sexisme, c'est une idéologie qui va attribuer des compétences, des traits de personnalité, des talents et de la valeur aux gens uniquement en fonction de leur sexe. Il y a un sexe qui va être valorisé et un autre qui va être dévalorisé. On obtient sexe fort et sexe faible. Et c'est une expression que tout le monde connaît et que personne ne questionne, en fait. Et en plus, non seulement que personne ne questionne, mais finalement, on a dans la tête, on sait bien qui est le sexe fort et qui est le sexe faible. Donc, c'est ça le sexisme. Du côté de la loi, il y a une autre définition. On ne parle pas de sexisme, on va parler d'agissement sexiste. Et il y a un texte très précis qui va définir ça et qui dit, en fait, que le sexisme, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Et c'est un article du Code du travail, c'est l'article L 1142-2-1. Et donc, c'est important aussi de saisir que c'est ayant pour objet, donc l'intention, ou pour effet. C'est-à-dire que même si on n'a pas l'intention et que la personne se sent intimidée, le vit comme une hostilité et que se sent dégradée, alors c'est un agissement sexiste. Et au bout de 2 fois, c'est pénal.
De notre vision de psychologue et de votre vision de psychologue et de coach, à quel point le sexisme est-il un problème dans la société d'aujourd'hui ? En fait, le sexisme est à l'origine de nombreuses inégalités sociales en défaveur des femmes. Donc, c'est un vrai sujet, c'est un sujet de société, c'est un sujet de justice sociale, c'est un sujet de santé publique, c'est même un sujet de sécurité publique dans le sens où on peut voir aujourd'hui que la délinquance est majoritairement masculine. Donc, ça pose un vrai problème dans la société pour toutes ces raisons. Comment chacun de nous peut-il contribuer à combattre le sexisme dans notre vie quotidienne ? En fait, déjà, s'entraîner à nommer précisément les choses, c'est déjà un super premier pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit par exemple d'une personne, oh, elle est féminine. Moi, je questionne, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, elle n'est pas féminine, l'un ou l'autre, peu importe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et histoire que les gens sachent de quoi ils parlent. Parce que si on peut dire, ah, tu veux dire qu'elle n'est pas élégante à ton goût. D'accord, je comprends. Donc, on a le droit de penser ou de discuter ou de dire, j'aime pas la manière dont elle s'habille. À mon goût, elle n'est pas élégante. OK. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas féminine, puisque ça veut dire que quand on dit de quelqu'un une femme qu'elle n'est pas féminine, d'un homme qui n'est pas masculin, ça veut dire qu'en fait, on remet en question son identité sexuelle. Donc, c'est violent. C'est un espèce de violence identitaire. Donc ça, c'est important de nommer déjà vraiment précisément. Utiliser les termes masculin et féminin pour parler des organes sexuels, pas des comportements, pas des couleurs, pas des goûts, pas des attitudes, parce que ça, c'est la base du sexisme en fait. Je pense aussi que c'est assez important vraiment de se contrôler et de se dire qu'on ne doit pas dire d'une femme qu'elle est masculine, c'est sexiste, ou d'un homme qu'il est féminin, c'est sexiste. On doit dire d'une femme, je sais pas, elle a les cheveux courts, ou elle est sportive, ou elle est assertive, ou on sent qu'elle est combative. Enfin voilà, on nomme les choses. La recherche confirme donc encore une fois que les stéréotypes de genre sont bien actifs en entreprise, mais y compris dans la tête des femmes. Comment expliquez-vous que les femmes aient aussi des réflexes sexistes ? En fait, j'aurais envie de vous renvoyer la question, pourquoi n'en aurait-elle pas ? C'est-à-dire que si on avait compris que le sexisme est une idéologie, c'est une idéologie qui peut se greffer dans la tête de n'importe qui. C'est comme une religion. On n'a pas besoin ça ne se greffe pas sur le sexe des gens, ça se greffe dans leur mentalité. Donc en fait, la difficulté qu'on a, c'est qu'on essaye de défaire le sexisme avec le sexisme. Du coup, on s'imagine que les femmes, puisqu'elles sont des femmes, elles ne seraient pas sexistes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ont été élevés d'une certaine manière. Il y a des processus sociaux qui ont élevé les uns et les autres de manière à correspondre aux attentes, de la manière à correspondre aux stéréotypes du genre. C'est-à-dire que c'est un dressage, en fait, et que les femmes ont été conditionnées à exprimer un certain nombre de comportements sexistes et les hommes ont été conditionnés à exprimer un certain nombre de comportements sexistes. Ce sont des stéréotypes du genre. On attend donc que les hommes soient plus ceci, que les femmes soient plus cela. C'est penser, il faut penser autrement. C'est pour ça que je dis à la base, il faut arrêter de nommer masculin et féminin des comportements, puis arrêter autant que possible d'essentialiser. C'est-à-dire que aujourd'hui, au niveau des sciences humaines, ça fait bien longtemps qu'on est sorti de l'inné et de l'acquis en se disant que les comportements sont soit innés, donc on parle là d'essentialisme, qui définit que pour des raisons immuables et intemporelles, les gens expriment en fait un programme génétique qui s'exprime en dehors de tout contexte. Ça, c'est l'essentialisme. La théorie aujourd'hui que tous les chercheurs, c'est banni par la plupart des chercheurs en sciences sociales, cette vision très binaire, c'est pas soit l'un et l'autre. La théorie aujourd'hui qui est la plus solide, c'est un modèle biopsychosocial. Oui, le biologique compte, mais
il y a le social, la culture qui compte, et puis il y a les personnalités, puis tout ça, ça forme un système en fait. Donc on est beaucoup plus dans des visions systémiques qui font que il y a de tout, et on voit bien que le modèle, le profil des femmes qu'on est aujourd'hui en 2024 n'est pas le profil des femmes qui existait dans les années 50. Il n'y a pas les mêmes comportements, mais leur corps, leur biologie n'a pas changé. Les femmes n'ont pas muté. Comment pouvons-nous aider à éliminer les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge ? Je pense que la meilleure solution, c'est d'apprendre à questionner. C'est de questionner autant que possible les choix des uns et des autres, et dès le plus jeune âge, offrir une diversité aux enfants. Ne pas les assigner à un modèle. On va leur permettre, leur proposer, comme on les éduque au goût, on va leur proposer du sucré, du salé, de l'amer, différents goûts aux enfants. Mais là, c'est pareil, on va leur proposer différents jeux. On peut, et ça fait bien longtemps que les pédiatres disent aux parents qu'il faut proposer des dînettes aussi aux petits garçons. Dans la réalité, on voit moins souvent. Donc, oui, les petits garçons ont le droit d'avoir des dînettes, des poussettes, des poupées, et les filles ont le droit d'avoir des mécanos. Et les deux, cette palette-là, elle doit être disponible pour tous les enfants. Et il faut se méfier de ses propres préjugés. On a des expériences qui ont été réalisées, hein, on les trouve sur le net, où on voit bien que, on introduit des parents avec leurs enfants dans des salles où des tas de jeux sont exposés, et on voit que souvent le parent va orienter l'enfant vers le jeu qu'il estime de son genre. C'est-à-dire que la petite fille qui joue au mécano, le père ou la mère va l'entraîner vers un autre jeu, va l'orienter vers la poussette, alors que pourquoi laisser-la découvrir, explorer et proposer lui de la diversité autant que possible. L'éducation, ça sert à éveiller, à éduquer, pas à restreindre en fait. Alors vous dites que la prise de conscience, c'est vraiment le point de départ pour changer de croyance. Comment découvrir nos croyances cachées ? En fait, le meilleur moyen de découvrir nos croyances cachées, c'est de creuser là où on a des automatismes, et là où on se dit, je fais ça, pourquoi je fais ça? Parce que c'est comme ça. Non. Pourquoi est-ce que je dois apporter ceci? Pourquoi est-ce qu'on attend ça de moi? Parce que c'est comme ça. Non. Creuser. Dépasser, en fait, ce qui n'y a pas de réponse. Chercher une réponse, en fait. On ne doit pas rester à, les filles, faut pas qu'elles sortent tard le soir parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut pas faire ça, parce que les femmes doivent faire des enfants. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Faut dépasser un peu, faut creuser à pourquoi? Histoire de voir si en fait on sait ce qu'on fait. Parce que si on ne sait plus ce qu'on fait, si on ne se questionne pas sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on dit, on augmente le risque d'exposer des réponses automatiques ou des stéréotypes. Donc, se dire, je fais ça parce que j'ai un objectif, je sais pourquoi je le fais, dans cet objectif-là. Et on ne fait pas les choses parce que on ne sait pas pourquoi on ne les ferait pas. C'est-à-dire que je fais ça parce que pourquoi je le ferais pas. C'est pas une réponse pourquoi je le ferais pas ou pourquoi je le dirais pas. Parce que là, quand on est dans cette dynamique-là aussi, on échappe à son propre projet, à son propre questionnement, à sa propre orientation. Donc, commencer par savoir pourquoi on fait les choses, c'est essentiel, et c'est ça qui permet de débusquer ces croyances cachées ou le sexisme. Je fais les choses parce que c'est ce que les femmes font. Ah, tiens. Donc voilà, et on voit que on est orienté par son sexe. Donc là, c'est sexisme. Et à quoi ressemblerait un monde sans sexisme pour vous? Un monde sans sexisme, ça permettrait d'avoir de plus d'égalité. Ça serait un monde davantage égalitaire, puisqu'on voit bien que là, le sexisme construit une inégalité sociale entre les hommes et les femmes. Donc déjà, sans sexisme, il n'existerait pas cette inégalité-là.
On peut imaginer aussi que forcément, il y aurait plus de variété et plus de choix pour tout le monde, à tous les niveaux. Ouais, mais je vais vous raconter une anecdote toute bête. J'ai changé de lunettes récemment je suis rentrée dans un magasin d'optique et ben voilà, et on m'a dirigée vers lunettes pour femmes. Pourquoi il y a des lunettes pour femmes, lunettes pour hommes et j'ai challengé le vendeur, c'était plus fort que moi, je crois. Je dis mais pourquoi donc parce que il y a des formes, il y a des alors, les lunettes pour femmes étaient bien sûr plus chères de 20-30%, il m'a expliqué que les lunettes rondes, c'était plus pour les femmes, il m'a montré un modèle, donc vous verriez un homme avec cette lunette, ben oui, pourquoi pas. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est exactement ça, ce serait un monde où on pourrait porter les lunettes qu'on veut et avoir une vision, en fait, plutôt personnelle et différente, et en tout cas plus objective, en tout cas débarrasser des préjugés. Donc, ça élargit le champ de vision. Des études citées dans votre ouvrage démontrent que les femmes ont une estime de soi inférieure à celle des hommes et qu'elles ont un sentiment d'impuissance fort, ce qui participe probablement à ce que les femmes soient 2 fois plus dépressives que les hommes. Comment est-ce que vous expliquez les résultats de cette étude ? En fait, on a vu que le sexisme consiste en fait à valoriser un sexe au détriment d'un autre, sexe fort et sexe faible. Sexe fort à peu près en plein de choses, sexe faible, faible en plein de choses aussi. Donc en fait, il y a un sexe qui est valorisé et l'autre qui est dévalorisé. Donc forcément, le fait d'être dévalorisé va dévaloriser l'estime de soi, donc en raison de son sexe. Par définition, en fait, le sexisme va dévaloriser un sexe au détriment d'un autre. Donc, ça va conduire quoi ? Ça va conduire les femmes forcément à douter un petit peu plus d'elles. Les femmes stéréotypées, c'est-à-dire que les femmes qui vont se conformer aux stéréotypes du genre, celles qui sont bien biberonnées, celles qui n'ont pas fait le pas de côté, en fait, à être forcément beaucoup plus en difficulté que les hommes qui sont plus valorisés par nature, puisqu'on dit qu'ils sont plus forts par nature, d'une manière immuable. Ils n'ont pas besoin finalement de s'équiper ou de faire des études ou de faire de la compétence, enfin, ou de travailler, quoi. Dans votre livre, vous parlez beaucoup des femmes, mais les hommes sont-ils aussi victimes de sexisme ? Bien sûr. En fait, le problème du sexisme, c'est qu'on doit tous jouer une partition. On doit tous jouer la partition des stéréotypes du genre, en fait. Donc, les hommes aussi doivent jouer la leur. Donc, eux, ils sont assignés à être forts, à limiter leur sensibilité, à privilégier leur vie professionnelle et sociale au détriment de leur vie privée. Donc, ça leur fait des contraintes qu'ils n'ont pas forcément, dont ils n'ont pas forcément envie. Alors, ces contraintes-là ont pour bénéfice de leur permettre de mieux réussir professionnellement et de gravir la hiérarchie sociale. Mais c'est pas non plus l'ambition de tous les hommes de vouloir gravir cette hiérarchie. Et quel est le rôle des hommes dans la lutte contre le sexisme ? Le même que celui des femmes. C'est-à-dire qu'on va pas penser, on va pas encore penser le sexisme au travers du sexisme, parce que si on va dire les hommes ont un rôle d'eux, les femmes ont un rôle d'eux, on s'enferme dans une pensée sexiste. Donc je dirais le même que celui des femmes, c'est-à-dire respecter la loi, respecter le droit des autres, prendre soin de leur santé physique et mentale, s'épanouir dans le travail, s'occuper de leurs enfants, c'est-à-dire qu'en fait, prendre soin d'eux et de leur propre épanouissement et prendre soin des gens qu'ils aiment, mais pareil pour les femmes en fait. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'on a tendance, pour vouloir lutter contre le sexisme, à penser sexiste parce qu'on est sexiste. Donc déjà, quand vous dites la question quel est le rôle des hommes dans la lutte contre le sexisme, vous voyez bien que vous pourriez m'orienter, vous pourriez, en posant cette question-là, orienter quelqu'un vers un rôle pour les hommes et un rôle pour les femmes. Donc, on resterait dans un système sexiste. Et c'est hyper difficile parce qu'on est conditionné à. Donc, le truc, c'est d'essayer de se défaire de ça et de se reprendre. Et ça se fait pas en un jour. Donc, ça veut dire que pour lutter contre ça, il faut pas hésiter à se corriger,
à se reprendre, à demander aux autres de se reprendre et à savoir que le problème des réflexes, c'est qu'ils peuvent revenir et qu'on s'en débarrasse pas du jour au lendemain. Donc, c'est un cheminement pour se débarrasser de ces réflexes sexistes. En quoi la responsabilité collective est-elle importante pour créer un changement significatif ? Moi, je répondrais que le respect des lois, c'est pas une option. Donc, c'est pas une option. C'est une responsabilité collective parce que c'est une responsabilité légale, parce que c'est une obligation. Donc, déjà, c'est-à-dire que si on n'avait pas d'éthique, de toute façon, même sans éthique, on est obligé de respecter la loi. Autrement, il y a des sanctions. Donc, la responsabilité collective, c'est d'abord collectivement respecter la loi et veiller à le faire pour soi et recadrer ses enfants, ses ados, et en discuter autour de soi en disant bah, attends, là, tu franchis la ligne jaune, c'est pas légal ce que tu dis. Donc il y a ça qui est hyper important. Et puis après, il y a des notions d'éthique, c'est-à-dire qu'on peut parler d'éthique. Après, on pourra toujours vous dire l'éthique c'est personnel. Mais on peut considérer quand même que c'est assez éthique et moral de ne pas de se sortir d'une loi du plus fort musculairement qui consiste à abuser des autres. Dans votre livre, vous vous donnez des clés pour se libérer des réflexes sexistes qui limitent l'épanouissement professionnel. Quelles sont ces clés ? Alors, il y en a une trentaine, hein. Je ne vais pas toutes les je ne vais pas vous les donner toutes. Je vais essayer de dire que c'est quoi le plus important. Je dirais que le plus important, c'est se libérer autant que possible du cadre, de la conformité, du besoin de se conformer, parce que on est inscrit dans des dynamiques de conformisme social qu'il faut challenger, questionner. Donc, le première en fait clé, c'est questionner ses choix et ses envies. Est-ce que ce sont les vôtres, vos choix ou vos envies, ou le produit de votre éducation et des stéréotypes? Personne n'est obligé de se conformer en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'il y a un cadre juridique auquel on doit se conformer, c'est la règle du jeu, puisqu'on joue collectif ensemble. Mais en dehors de ça, on n'est pas obligé de se conformer, on n'est pas obligé d'afficher une féminité stéréotypée ou d'afficher une masculinité stéréotypée si on n'en a pas envie. Puis si on le fait, on peut se demander pourquoi. Parce que la féminité stéréotypée, elle est très, très contraignante. C'est-à-dire qu'on voit les femmes qui sont... Enfin, il y a des commentaires sans arrêt. Les femmes doivent veiller plus spécifiquement sur leur corps, sur leur élégance. Il y a une contrainte à la minceur, à la cosmétique, qui est très exigeante vis-à-vis des femmes. La valeur des femmes est davantage associée à leur beauté, à leur jeunesse, à leur physique que celle des hommes. Donc, on voit que les femmes se contraignent à respecter donc des injonctions liées aux stéréotypes. Et là, c'est important d'apprendre à se questionner. Est-ce que je suis obligée de porter des talons hauts alors que, un, c'est pas bon pour mon dos, deux, je marche pas à l'aise avec, trois, dans la rue, je chancelle, dans le métro, c'est pas terrible. Est-ce que je suis obligée de faire ça, par exemple? Est-ce que, enfin, vraiment surveiller tout, se questionner là-dessus et se libérer, se donner des libertés pour augmenter son confort et son épanouissement. En fait, c'est ça, c'est restaurer aussi et optimiser son cercle vertueux. C'est-à-dire que se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soi pour finalement être mieux et se libérer des contraintes qui sont assujetties dans le respect de son droit et du droit des autres. Puisqu'on voit qu'en fait le sexisme contraint les uns et les autres à des obligations qui freinent complètement leur épanouissement professionnel. Alors surtout pour les femmes, puisque finalement on voit bien que leur carrière est sacrifiée sur l'autel d'une féminité stéréotypée qui les assigne à devenir bonne mère, bonne épouse, bonne fille, plutôt qu'expertes et professionnelles dans leur domaine. Un grand merci Noémie. Ce que je retiens vraiment, c'est que le sexisme, c'est valoriser un sexe au détriment d'un autre. Donc il y a le sexe fort et le sexe faible.
Et pourquoi est-ce qu'on voudrait se débarrasser du sexisme ? Pour apporter plus de confort et d'épanouissement pour chacun, pour une société plus égalitaire. C'est vraiment un cheminement. Ça demande de se questionner, se re-questionner, définir aussi des termes qu'on utilise. Pourquoi je dis que ces lunettes sont des lunettes de femme ? Qu'est-ce que signifie être élégant, élégante, etc. En fait, qu'est-ce que signifie être féminin ou être masculin ? Oui. C'est ça le truc. C'est que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de quelqu'un ou de quelque chose que c'est féminin ou masculin ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que il y a dans les catégories des choses que l'on définit comme masculin et féminin, énormément de choses qui n'ont aucun rapport, mais qui sont finalement complètement sexistes. Pourquoi on va dire que la décoration est féminine chez quelqu'un ? C'est quoi ça ? Il y a des vulves partout. C'est quoi ce truc ? Ça n'a pas de sens de dire ça. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire que là, il y a un construit. Donc c'est un millefeuille de stéréotypes. Donc il faut défaire ce millefeuille-là. C'est-à-dire qu'il y a des couches et des couches, et c'est ça qu'il faut travailler et défaire en fait. Et c'est pas si simple que ça de se dire il faut prendre le réflexe, vraiment prendre le réflexe, se dire pourquoi tu dis qu'un tel est masculine ? D'accord, parce qu'elle a les cheveux courts, ok. Et c'est quoi la féminité pour toi ? Moi, c'est une question que je pose souvent dans ces cas-là. C'est et c'est quoi la féminité ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a autant de définitions que de personnes. C'est-à-dire que poser la question à une femme qui dit typiquement quand elle dit d'une autre l'autre est pas féminine, dites-lui et c'est quoi la féminité pour toi ? Pour certaines, ça va être la minceur, pour d'autres, ça va être les rondeurs, pour certaines, ça va être la coupe de cheveux, d'avoir les cheveux bien coupés, pour d'autres, ça va être d'être bien maquillée, pour d'autres, ça va être pas trop maquillée, pour d'autres, ça va être bien habillée, pour d'autres, ça va être aller habillée plutôt, pas des couleurs sombres, c'est masculin, pour d'autres, c'est plutôt des couleurs claires, pour d'autres, c'est en fait, on voit bien que chacun a sa définition. Donc, ce sont des termes qui sont absolument pas objectivés en sciences sociales. Ça ne correspond à aucun critère. De même, les traits de personnalité. C'est-à-dire qu'en l'état actuel des connaissances en psychologie, on n'a pas de traits de personnalité qui seraient féminins ou masculins. C'est-à-dire uniquement en raison du sexe. C'est-à-dire qu'il n'existe pas des gens qui, en fonction de leur sexe, auraient un profil type de personnalité. Il y a des femmes agressives, il y a des hommes doux. Donc, et les traits de personnalité, c'est les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire mais simplement, les femmes vont s'interdire d'exprimer notamment leur assertivité parce qu'elle est catégorisée comme masculine. C'est-à-dire que exprimer ses convictions, défendre son intérêt, rentrer dans le débat, dire qu'on n'est pas d'accord, c'est considéré pour beaucoup comme des traits masculins. C'est de l'assertivité. Et si on veut obtenir ce qu'on veut, si on veut prendre sa place dans le monde, l'assertivité, c'est l'outil essentiel, c'est l'outil majeur. Or, on interdit aux femmes d'être assertives parce qu'on dit que c'est une qualité masculine. Et on place les femmes dans une double contrainte. C'est-à-dire que soit il faut à la fois qu'elles réussissent professionnellement, et puis elles en ont envie, mais en même temps, pas comme un homme. Ça veut rien dire. Parce que l'assertivité, c'est pas être un homme. De même qu'il n'existe pas des codes masculins ou des codes féminins. Moi, j'ai des clientes qui me disent oui, mais un tel, elle copie les codes masculins. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle prend sa place. Ça veut dire que elle est pire qu'un homme. Ça veut dire quoi ? Ok, elle est autoritaire. Donc, en fait, elle a les codes de l'autorité. On s'interdit les codes de l'autorité, on s'interdit les codes de l'assertivité parce que on les assigne à du masculin. Aucune femme n'a envie qu'on dise d'elle qu'elle est masculine. Donc, on se barre la route, elle se barre la route, on se barre la route, puis tant qu'on pense que ce sont des qualités réservées à des hommes, parce qu'on n'a pas envie qu'on nous dise qu'on imite les hommes ou qu'on est des hommes. Or, les femmes qui réussissent, il y a beaucoup de gens, y compris d'autres femmes, qui vont dire, t'as vu, c'est un mec. Elle se comporte comme un vrai mec. Mais non, c'est pas un mec, c'est une femme assertive, c'est une femme autoritaire, c'est une femme ambitieuse. Ce n'est pas un homme, c'est une femme autoritaire, assertive, ambitieuse. Je vous conseille de lire le livre de Noémie Lemaine,
Libérez-vous des réflexes sexistes au travail, un guide pratique pour s'en débarrasser. Vous verrez qu'il y a de nombreuses clés pour se libérer du cadre et de la conformité, vivre de manière plus épanouie et libérer les talents. Retrouvez-nous sur pepsi.io et sur LinkedIn pour rester connectés. Si vous souhaitez proposer un intervenant ou vous-même participer, envoyez un message sur juliette@pepsi.io. À bientôt!